ravi de vous retrouver. Merci de nous refaire confiance. Bienvenue à ce nouveau numéro de Ça fait débat. Nous sommes en direct, 3 femmes autour de cette table. La 4e vient de s'excuser à notre grande dame. Nous allons aborder 2 sujets. Le premier, c'est en introduction Covid-19. La lutte contre la propagation de cette pandémie a donc obligé les autorités congolaises à importer ou recevoir le vaccin dénommé AstraZeneca. Mais la décision vient de tomber après l'Union européenne. 7 pays au total qui ont suspendu l'utilisation de manière momentanée l'utilisation de ce vaccin. Eh bien, le Congo-Kinshasa aussi vient de prendre la décision de suspendre l'utilisation de ce vaccin à problème. Certains l'ont même qualifié d'un vaccin de la mort. Ça ne vient pas de moi. Le sujet principal pour ce rendez-vous, c'est donc le gouvernement Sama Lukonde et entre le choix politique et les critères, 3 au total qu'il avait annoncé, le gouvernement, l'annonce est imminente. Tout le monde attend voir ces hommes et ces femmes spéciaux qui vont aider Félix Tshisekedi Tshilombo à mettre en musique sa politique et surtout au bénéfice du peuple. Le peuple d'abord. Arlette Odia est à ma gauche. C'est l'actuelle présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CDUC. Elle est sortie du parti de Didier Tshimanga. Elle est maintenant dans la société civile, peut-être un parti politique en gestation. Bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. Société civile, c'est toujours une sorte de refuge pour des gens qui quittent un camp vers un autre. Bon, ça c'est pour les autres, mais pour nous, les objectifs qui sont clairs, c'est de défendre l'intérêt du peuple et nous sommes fiers de bien vouloir le faire. Alors depuis un temps, son discours a changé envers le pouvoir en place, surtout son animateur principal, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Arlette, a choisi un camp. Nous allons, vous le saurez au cours de ce numéro. Mimi Angèle Condé, MLP, mouvement lumumbiste progressiste, et les cadres dans ce parti, au cadre du parti de Franck Diongo, elle est avocate, mais elle n'engage pas le barreau ici. Mimi, bon retour. Merci beaucoup. C'est le mois de la femme. Oui. On a eu beaucoup de pression pour que vous puissiez revenir. On a toujours des pressions quand je ne me présente pas à l'émission Ça fait débat. J'ai dit à tous ceux qui suivent Ça fait débat, Fabien a toujours été de bonne foi et me voici, je suis là pour vous servir. Merci beaucoup. La production avec Bellarmé également. Nous travaillons donc en synergie. Stéphanie Mbombo, présidente de CRI. CRI, elle est à mon extrême droite. C'est le cercle des réformateurs intègres du Congo. CRIC, voilà. Je crois qu'on doit vraiment préciser, c'est CRIC, ce n'est pas un cri. Stéphane Mbombo porte la marque du vaccin déjà. C'était quel vaccin? Pfizer. Ah voilà. Alors, elle vient d'Israël, mais elle a la tête d'une formation politique. Elle rentre aux sources. Elle a été déjà vaccinée en Israël parce que, voilà, c'est imposé là-bas. Nous ouvrons donc, d'abord en introduction, la décision qui vient de tomber. Le président a écouté la base ou c'est fort de ce qu'il a suivi sur le vieux continent. Madame Mbombo. Merci beaucoup. Moi, je prends, comme je vis entre Kinshasa et Israël, en fait. Le vaccin en Israël, ils ont déjà vacciné plus de 4 millions de personnes. C'est un pays qui a au moins 9 millions de personnes. Ce n'est pas aussi grand que la RDC. Donc, la moitié de la population, même plus, a déjà été vaccinée 2 fois, dans les 2 doses. Si vous suivez l'histoire d'Israël, c'est quand même un pays qui s'est battu pour sa vie. De l'histoire de la Bible jusqu'à ces jours, Israël, la vie en Israël n'a pas de prix. Les autorités israéliennes sont prêtes à tout pour protéger une vie israélienne. Je ne pense pas qu'ils ont envoyé toute leur population à l'abattoir en leur donnant ces vaccins.
Mais la problématique que nous avons... Ça a été une décision conséquente. C'était une décision pesée par des scientifiques israéliens, par des autorités israéliennes. Ils ont apprécié, ils ont évalué, ils ont jugé bon de leur donner à leur population. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des crédits derrière cette campagne de vaccination. Et depuis qu'ils ont vacciné, le taux de corona a sensiblement baissé en Israël. Donc il y a de fortes chances que ça par le pouvoir de Kinshasa, donc le gouvernement congolais, qui vient de tomber avant de monter sur ce plateau, c'est une décision responsable selon vous? Moi, je ne veux pas répondre à la question de responsabilité ou non, mais je pense que ici en Afrique, nous devons développer nos propres moyens de lutte contre le coronavirus. Nous ne devons pas nous relayer uniquement aux vaccins de l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous devons rassurer notre propre population. Notre président, en tant que président de l'Union africaine, par exemple, devrait lancer un appel de fonds pour que les scientifiques africains se mettent à la recherche d'un remède contre le corona. Mais nous avons eu Manacovid ici, l'inventeur, le pharmacien vient de mourir. Oui, Manacovid a des effets vraiment positifs. L'appétit, la guérison, beaucoup de témoignages. Et puis, voilà. Le problème des vaccins, au-delà des incertitudes, c'est un problème complètement psychologique. Les personnes ne veulent pas du vaccin parce qu'ils ont peur de toute cette campagne qu'il y a eu autour du vaccin. Pour moi, d'abord, le vaccin devait être libre, ne devait pas être obligatoire. Et deuxièmement, le vaccin devait faire l'objet d'une équipe, esprit d'équipe entre les pays concernés et les organismes qui produisent des vaccins. Par exemple, le Congo, nous devions avoir nos propres experts, être associés à la fabrication de ces vaccins et à la production des résultats. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, nous sommes en plein Covid, nous sommes en plein pandémie. C'est difficile maintenant qu'une compagnie quelconque de vaccination vous donne des garanties qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. Nous prenons le risque. Vous avez été vacciné par Pfizer. Dites-nous, vous avez eu quelques effets secondaires? Non, le premier vaccin, j'ai eu quand même, je ne sais pas, une sorte de, comme j'étais un peu de grippe, hein, j'avais un peu mal partout, mais vraiment rien pendant quelques minutes et rien d'extraordinaire. Le deuxième, je l'ai eu et je n'ai eu aucun effet. Mais il y a aussi des effets, il y a des gens qui ont des effets des vaccins, il faut le dire. Ces effets vont d'une simple fièvre à la mort. Mais bon, quand vous comparez les statistiques de ceux qui ont ces effets-là et les statistiques de ceux qui sont en bonne santé, il n'y a pas, on est dans le 0,0% par rapport à ceux qui ont par rapport à ceux qui n'ont pas d'effet des vaccins. Donc moi, je suis parmi ceux qui n'ont fait aucun effet substantiel ou par rapport à ces vaccins. Et surtout en tant qu'Africaine, hein, bon, congolaise, nous avons des organismes différents. Et voilà. Mimi Angèle Condé, au niveau du MLP, comment avez-vous accueilli cette décision de suspendre l'utilisation de AstraZeneca qui commence à donner beaucoup d'inquiétudes sur le vieux continent? 7 pays ont pris la décision de suspendre son utilisation. La peur, on a écouté la base ou tout simplement, bon voilà, ce qu'il y a eu ailleurs? Merci beaucoup Fabien, j'ai salué mes co-débattrices sur ce plateau. Je crois que la question de la pandémie du coronavirus, c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. Parce que vous savez qu'avec cette pandémie, la machine économique, les secteurs du travail, tous les secteurs, tous les domaines de la vie ont été touchés à cause de cette pandémie. D'où chacun cherche à ce qu'il y ait une solution et une solution durable. La vaccination, comme vous le savez, on le fait à titre préventif pour prévenir. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir? Et le faire à titre préventif, on a fait des essais dans des pays du vieil continent et nous avons des échos qui ne sont pas favorables, qui peuvent encourager nous, qui n'ont pas de laboratoire, qui n'ont pas produit ces vaccins à AstraZeneca et que vous voyez un peu un sentiment de réticence tout au début là et qu'avec l'information qui est tombée dans le vieil continent, vous comprenez que la méfiance puisse s'accentuer, s'aggraver au niveau de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que le gouvernement congolais qui est censé protéger sa population puisse se mettre en réserve par rapport
à ces vaccins, d'où sa suspension momentanée, je pense, le temps de voir comment ça va, ceux qui ont pu accepter d'obtenir ces vaccins, comment ils vont se comporter par rapport aux effets que nous avons pu suivre. Quant à moi, personnellement, je trouve que les vaccins, c'est à titre préventif. S'il n'y avait pas eu les vaccins de poliomyélite, aujourd'hui, je ne sais pas si moi, je pouvais marcher, je ne sais pas. S'il n'y avait pas les vaccins de rougeole, qu'on appelait communément Kintutu, vous savez combien des enfants sont morts par rapport à ça. S'il n'y avait pas les vaccins de BCG, aujourd'hui, la tuberculose, vous savez ce que ça fait dans notre pays, dans notre continent, la lèpre, donc il y a beaucoup. Donc à chaque fois qu'il y a une pandémie, les scientifiques doivent se mettre au travail pour chercher à arrêter cette pandémie, ces fléaux qui nous a frappés. Donc j'encourage les scientifiques, même africains, comme a dit Stéphanie, et que le président de la République est à la tête de l'Union africaine, les chercheurs africains doivent se mettre au travail pour ne pas seulement subir les vaccins AstraZeneca ou Pfizer, mais plutôt aussi au niveau de l'Afrique, avec nos réalités, qu'on puisse voir comment développer aussi un vaccin pour sauver les vies humaines dans notre pays. Pourquoi ne pas faire la promotion des produits de nos savants ici, faire la promotion parce qu'il y a eu assez de témoignages de guérison sans problème. Oui. Pourquoi laisser Manacovid, de Doubaz et tant d'autres, les laisser à côté et se focaliser sur la prévention alors que la situation chez nous n'est pas catastrophique? Oui, la prévention, c'est-à-dire on veut prévenir que moi qui ne suis pas encore atteint de coronavirus, que je puisse l'attraper. Ça, c'est à titre préventif. À titre curatif, c'est pour ceux qui sont atteints par la maladie. C'est alors qu'il y a les Manacovid et consorts qui peuvent intervenir. Mais moi qui suis sain, je ne suis pas encore atteint par coronavirus. Donc, c'est la prévention. Mais ceux qui sont déjà atteints, c'est les Manacovid. Donc, c'est là où je vous rejoins aussi pour dire on doit faire aussi la promotion de produits qui ont montré que ça apporte des guérisons, des soulagements à ceux qui sont atteints de cette maladie. Juste pour compléter, maître, par rapport au Manacovid, qu'on n'a fait pas, si on a fait la promotion des Manacovid, si on entend parler, parce que le président lui-même en a parlé en pleine interview des Manacovid, qu'on puisse privilégier des solutions locales comme Manacovid. Donc, on en fait la promotion, mais quitte à ce qu'on pèse maintenant au niveau international pour qu'on le reconnaisse comme étant un produit qui guérit le corona et qui doit être utilisé partout dans le monde. Entre-temps, un combat devra être engagé contre les firmes pharmaceutiques et les réseaux qui sont derrière ce que certains appellent escroquerie sanitaire. Ça, c'est ce qui sont dans la théorie du complot. Arlette Odia, décision responsable du gouvernement, alors que le 15, c'est-à-dire dans quelques jours, était déjà annoncé pour le début. Alors moi, j'aborde la question autrement. Je pense que s'agissant de la pandémie de coronavirus, il n'est pas seulement une question de santé, mais il est aussi une question de la gestion en question de la pandémie. Est-ce que le gouvernement communique suffisamment sur la pandémie? Est-ce que le peuple sait aujourd'hui pourquoi le vaccin était arrivé au pays? Pourquoi avoir attendu avant de l'administrer aux citoyens? Pourquoi aujourd'hui avoir suspendu son administration aux citoyens? Ce sont des questions essentielles auxquelles le gouvernement doit absolument répondre. Parce que si ces questions ne sont pas répondues... Il y a une question orale, peut-être avec débat adressé à Teni Longondo. Si ces questions ne sont pas répondues, dès que la session reprend, le jour où, puisque vous dites que c'est une suspension préventive ou alors temporaire, le jour où le gouvernement reviendra sur sa mesure, le peuple sera toujours dans ces cas considéré, Maître Mimi Angèle, de réticence. Il faudrait que l'on communique suffisamment et correctement. Je peux vous lire l'information pour des raisons de prévention et en attendant toutes les conclusions sur le lot du vaccin AstraZeneca ayant causé dans certains pays des effets secondaires majeurs. La RDC sursoit préventivement l'utilisation du vaccin AstraZeneca ainsi que le lancement de la vaccination initialement prévue pour le 15 mars. Les équipes techniques discutent avec les partenaires techniques
sur d'autres choix. L'information, c'est celle que nous venons de recevoir. Merci de votre information. Alors, pour revenir à ce que je disais, je pense que le gouvernement est de plus en plus taiseux, même sur des questions qui nécessitent une intervention urgente et rapide. Vous voyez, depuis le temps où la République démocratique du Congo a réceptionné les lots des vaccins, il y a déjà eu certains autres leaders d'opinion qui ont sensibilisé contre ce vaccin. Vous l'avez même dit, qu'on l'a parfois nommé le vaccin de la mort. Mais entre-temps, le gouvernement n'a absolument rien dit à ce sujet, alors que pour les questions de santé, il est très important qu'il existe un lien de confiance, pas seulement entre pas seulement entre le malade et le médecin, mais aussi, puisqu'il s'agit d'une question de la pandémie qui est gérée par le gouvernement, par la République, il faut que ce lien de confiance soit établi entre les citoyens et le gouvernement. Que des réponses soient données à ce peuple qui est en soif d'informations pour savoir est-ce qu'on reviendra sur le même vaccin, pourquoi l'avoir importé, pourquoi n'avoir pas importé celui, par exemple, administré Pfizer. à Madame Stéphanie, plutôt que celui-là. Toutes ces questions-là, elles sont essentielles. Et nous invitons le gouvernement à ses responsabilités, parce qu'on ne saura pas correctement vivre dans une société où le peuple est en manque total de confiance et il ne sait vraiment pas à quel sein se vouer. Il y en a qui n'ont pas suivi la décision du gouvernement, mais qui a plutôt suivi des émissions populaires, des émissions publiques, autres leaders d'opinion, et c'est comme ça, chacun va dans tous les sens. Ça ne va pas résoudre les problèmes essentiels liés à la suspension ou comme à l'administration de ce vaccin. Merci Madame Odia, ça nous permet d'aborder notre sujet principal. Vous avez un complément d'info? Un complément d'information à ces vaccins. Pourquoi est-ce que nous devons absolument s'intéresser de façon urgente? Pourquoi? Parce qu'il y a il y aura toute une polémique, toute une politique au niveau international où ceux qui ont des vaccins seront privilégiés pour voyager. Il y a des débats, il y a des accords qui se signent déjà entre États au niveau international pour que leurs ressortissants, leurs touristes peuvent circuler en passant le passeport vert. Donc le Congolais qui ne voyage pas, ça ne posera aucun problème. Mais pour les Congolais qui vont voyager, cette histoire des vaccins posera un problème. Donc c'est ça qu'il faut anticiper sur la libre circulation des personnes derrière cette campagne de vaccination, qui est très importante. C'est pour cette raison que l'on insiste sur le fait que le gouvernement doit suffisamment communiquer. Une politique communicationnelle efficiente, efficace au niveau de la gestion de cette pandémie a manqué, ça a été décrié. Apparemment, ils n'ont pas amélioré et malheureusement, même le choix de ce vaccin AstraZeneca n'a pas été justifié. Pourquoi n'avoir pas opéré le choix sur Pfizer? Pourquoi n'avoir pas opéré le choix sur un autre vaccin? Pourquoi seulement celui-ci qui pose problème? Alors, bon, tout ça, le peuple, dans ce XXIe siècle, ce n'est plus les moutons qu'on amène à la boucherie. Le peuple a au moins les bribes d'informations sur la toile. Il faudra compter avec tout ça. On aborde le deuxième sujet. Loukoundé, entre le choix des partis politiques et regroupements politiques et les critères. Il y en a 3 au total: compétences, expertise ou expérience, probité morale. Madame, on recommence avec vous, du moins pour ce sujet. Alors dites-nous, bientôt, peut-être que le choix est déjà opéré. Est-ce que c'est facile pour Sama Loukoundé? Les regroupements politiques viennent avec leur choix et lui doit prendre le choix déjà opéré. Face aux critères, une équation difficile? Oui, c'est oui et non. Parce que oui, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à des regroupements politiques, des pesanteurs politiques. Il faudrait dire que l'union sacrée est une union de plusieurs partis regroupements politiques. Donc, évidemment que le gouvernement actuel ne va pas composer un gouvernement outrepasser tous ses camarades d'armes qui ont combattu pour que nous arrivions aujourd'hui à l'union sacrée. Mais nous disons aussi non. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui a une grande expérience, qui a l'expérience surtout dans la coalition passée. Il a vu ce qui s'est passé en termes de coalition et des résultats de la coalition. Maintenant, nous faisons confiance qu'il est aguerri pour décider en tant que
garant de la nation et père de famille pour le choix et critères des membres qui vont composer le gouvernement. Nous sommes déjà contentes parce que c'est récemment qu'on parle maintenant au Congo de compétences au niveau du gouvernement. Avant, on en parlait jamais. Matata a eu un gouvernement dit des érudits et ça nous a produit quand même un immeuble intelligent, l'unique dans le pays. Mais je crois que... Des érudits, il ne faut pas dire que c'est la première fois. Je dis que ce genre de débat, d'avoir un gouvernement de compétences, un gouvernement de moralité, et tous ces critères que vous avez posés, c'est vraiment, moi je crois que je suis en politique depuis que j'ai 18 ans. C'est la première fois que je vois un Premier ministre qui doit former un gouvernement et qui martèle autant sur les compétences. Donc je crois que si eux-mêmes le disent, ils ne vont pas le contredire en la compétence du gouvernement. Avant de revenir au MLP, Mimi Angèle, on descend à la société civile. Est-ce que vous avez confiance en ce choix, que c'est un choix qui va porter sur des personnes dont on a besoin pour le décollage de ce pays, dont Tshisekedi a besoin pour appliquer le peuple d'abord, lorsqu'on sait que le choix va venir des états-majors, des partis et regroupements politiques. Madame Odia. En politique, il faut quand même reconnaître que les miracles est possible. Je pense que par les coups du miracle, c'est possible qu'un bon gouvernement peut sortir de l'union sacrée. Ou encore... des miracles, parce oui, mais si on doit rester... Il y a eu des miracles, il y a eu la manne dans le désert, mais maintenant, jusque maintenant, il n'y a pas de manne, les gens travaillent pour avoir le pain. Alors, si on doit rester objectif, je pense qu'il sera très, très, très difficile que ce soit un gouvernement qui soit à la hauteur des attentes du peuple congolais, parce que déjà, le procédé par lequel nous sommes passés pour l'avènement et du Premier ministre et du gouvernement qui est en gestation, il pose sérieusement problème. On ne sait plus aujourd'hui partir sur des fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux? Ce sont les partis politiques, ce sont des regroupements politiques qui donnent les meilleurs d'entre leurs militants, des personnes qui ont été pendant longtemps préparées pour ces fonctions et qui sont supposées travailler pour le peuple. Meilleur des partis politiques ou meilleur du pays? Non, mais les formations politiques, vous avez déjà vu des meilleurs les tirer sans aucune structure pour les gouvernements? Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en démocratie et il y a ce qu'on appelle les règles du jeu démocratique. Ces règles du jeu, on les retrouve dans les règles, dans les lois qui organisent la vie politique dans notre pays. Et pour avoir opté pour la démocratie, nous devons nous conformer à ce que prévoient les textes. À partir du moment où on s'est démarqué, on a opté pour la facilité, on ne peut pas attendre grand-chose. Je vais vous dire tout simplement que... Mais le choix au niveau des partis politiques et groupements politiques est par moments dicté par la fidélité à l'autorité morale, la loyauté, la proximité avec l'autorité morale. Oui, mais il faut aussi reconnaître que... le degré de la redevabilité à l'autorité morale. L'œuvre humaine est toujours perfectible. On ne peut pas être humain et penser travailler sans commettre des erreurs. Mais les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux, c'est que les partis politiques doivent adhérer à une majorité au pouvoir pour accompagner le président de la République avec laquelle il va constituer la majorité présidentielle et faire évoluer les choses. C'est déjà ça les fondamentaux. Et lorsqu'on est dans un autre schéma, dans un autre format, où en plus des partis politiques et des regroupements politiques qui peuvent faire leur déclaration d'appartenance à la majorité parlementaire, on tolère aussi que ce soit des individus, un phénomène qui n'est pris en charge ni par la Constitution de la République, ni par les autres lois qui organisent la matière, ni même par la culture politique de notre pays. C'est ça le problème. Non, mais quand on est en démocratie, souvenez-vous de ce que disait Etienne Tshisekedi, on doit se méfier aux sirènes de la facilité. Le chemin pour la démocratie, il est épineux. Et aujourd'hui, les attentes de notre peuple, elles sont sérieuses, elles sont grandes. Il faudrait un gouvernement qui soit à la hauteur des attentes. Si nous avons un gouvernement où on a donné de postes aux gens parce qu'ils ont été le premier à faire tomber Janine Mabunda, par exemple, parce qu'ils ont été le premier à claquer la porte de leur formation politique, de leur parti politique, c'est très compliqué. Et c'est le peuple qu'on met à la traîne. D'ailleurs, je vous informe que
il y a des députés nationaux qui pensent être dans les critères de faire partie du gouvernement, et face à l'évidence qu'ils ne peuvent pas rentrer dedans au regard du fait que le gouvernement ne peut pas avoir une certaine hauteur, exige qu'ils soient payés, soit rémunérés mensuellement à hauteur de 30 000 $ chacun. Il y a de l'autre côté que l'on négocie, qui doivent plutôt toucher 3 000 $ chacun. Ce sera une autre ligne budgétaire qui n'aura pas été prise initialement en charge par le budget de la République. Et c'est le peuple qui va en pâtir. C'est le peuple qui va payer le prix les plus lourds. C'est ainsi que je dis qu'on peut compter sur le miracle. On voudrait bien qu'il y ait ce miracle parce que le Congo est un patrimoine national. Mais si on veut nous attendre au bon résultat, on doit partir sur les fondamentaux. Et en cette matière, vous nous amenez dans les spirituels. C'est ce que l'on doit faire maintenant. Et voilà. Mimi Angèle Condé. Merci beaucoup, Ndeko Fabien. Je suis politique, je suis pragmatique. En politique, c'est les réflexes du moment. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. On est en politique pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Parce que ma sœur était politique, elle a quitté les champs politiques pour aller à la société civile. Elle sait déjà d'emblée que le gouvernement, la taille du gouvernement ne peut pas contenir tous ceux qui ont mené les combats pour les changements ou pour faire tomber Mabunda ou pour tous qui ont mené ces combats-là. L'UDPS a 37 ans de combats. Donc pendant 37 ans, il y a eu des femmes, des jeunes, des hommes qui ont milité pour que Félix Tshisekedi d'aujourd'hui soit président de la République. Donc si on veut tenir compte seulement des 37 ans de la lutte de l'UDPS, c'est-à-dire on doit avoir un gouvernement, je ne sais pas, de 50 millions de personnes. Or, ça ne sera pas possible parce que la République n'a pas le moyen de payer tous ces gens. Si je vais la suivre dans son raisonnement, et que ceux qui ont fait tomber Mabunda veulent entrer au gouvernement, ils demandent 30 000 $ par mois, 3 000 $ par mois. Ce sont des exemples. Mais non, nous sommes en politique, c'est une communication que je dois aborder. Vous savez que si on doit payer quelqu'un 30 000 $ parce qu'il était pétitionnaire, si on doit payer quelqu'un 30 000 $ parce qu'il a voté contre Mabunda, je crois que ça c'est un faux débat. Le réalisme politique veut que nous puissions comprendre que le gouvernement ne sera pas à mesure de payer des pétitionnaires, de payer des électeurs. Ils ont fait leur travail, c'est leur travail. Les députés ont fait leur travail parce qu'ils avaient un choix à opérer, ou soit la dissolution du Parlement, ou soit donner la majorité au président de la République. Donc ils ont fait un choix, ils sont rémunérés par la République pour le travail qu'ils ont fait au Parlement, ils sont des députés et des sénateurs. Donc il faut les laisser au Parlement. Ils sont et là. ne pas les mettre dans le gouvernement. Il n'y a rien en termes de on va leur rémunérer sur quelle base? De récompense. Non, il n'y en a pas. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est vraiment ne pas servir le peuple. Parce que même lui, les députés, a l'obligation de servir le peuple. Le patron des patrons, c'est nous, le peuple. Nous qui les avons élus, on leur a donné une ligne de conduite, ils l'ont suivi. Donc, les émoluments qu'ils reçoivent au Parlement, c'est par rapport au travail aussi qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont trouvé que l'intérêt du patron ne se retrouvait pas dans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Nous revenons par rapport au gouvernement. Voilà. Par rapport au gouvernement. Vous savez que d'abord, le peuple a dit au Premier ministre, au Président de la République, il ne veut pas avoir un gouvernement robuste. Ils n'en ont plus besoin. D'où la taille du gouvernement. On doit diminuer la taille du gouvernement. Vous estimez à combien le nombre Pour moi, c'est de 45 ministres. à 50. 45 à c'est toujours 50. pléthorique. Les États-Unis ont combien de ministères? Les États-Unis n'est pas le Congo. Il ne faut pas prendre l'exemple des États-Unis pour... Même la France qui a autant de milliards de budget annuel. Pourquoi je dis ne les plaquez pas au Congo? Les réalités du Congo sont différentes des réalités de la France, des États-Unis. Regardez seulement la question, la manière dont ils ont géré l'éducation par rapport à la pandémie du coronavirus. Mais nous avons des sérieux problèmes. On n'a pas... Vous pouvez avoir une tablette, il n'y a pas d'électricité pour les charger. Vous avez des problèmes pour mettre les crédits, les unités. Or, là-bas, il y a le Wi-Fi. Ils sont en train de... Donc, c'est différent. Vous ne pouvez pas aller au travail à la maison, vous êtes en train de travailler. Ils sont plus avancés que nous. Et le Congo, qui est pratiquement un continent,
Et regardez, les infrastructures routières sont où? Pour se déplacer de Kinshasa, aller à Goma. Et pour ça, il faut un gouvernement 50 personnes. J'ai dit de 45 à 50. C'est mon point de vue. Vous m'avez demandé. Je l'ai donné. Je l'ai donné. Je suis en train de donner les raisons qui me poussent à penser ainsi. Et si il ne me revient pas d'ailleurs, la dernière décision revient au chef de l'État, au président de la République. La taille du gouvernement, c'est au président de la République que ça revient. Mais quant au choix des animateurs de ces gouvernements, oui, il faut une compétence. On a toujours parlé des compétences, Expérience, probité morale. De l'expertise. Et nous allons dans la praxis. Il a été demandé. Par exemple, il est demandé au MLP de proposer une femme comme Madame Nyakeru, on pourra en parler. Madame Tshisekedi et le président lui-même souhaitent qu'on puisse arriver à 30%, et la communauté internationale les encourage dans ça. Alors, on dit proposer une femme pour le ministère du genre ou ministère du plan. Le choix tombe sur Mimi Angèle Condé. Mais dans Samalou Condé, il ne voit pas au ministère du plan une Mimi Angèle Condé. Il faut la mettre aux droits humains ou à la justice. Alors, quelle sera donc quelle sera la décision? Fabien, je crois que au niveau du choix des animateurs, hormis la compétence, l'expertise, il y a un bon critère qui vient d'ajouter la probité morale. La probité morale. Le Congo aujourd'hui a besoin des sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont se sacrifier pour l'intérêt général. Suivez le procès de la gratuité de l'enseignement. Présumé détournement. Vous comprenez qu'un système où les gens se sont arrangés, nous poumonnons quand les enfants doivent faire l'examen d'État, les préfets vous disent qu'il faut donner $50 de participation. Donc on fait tout cet argent au profit d'une personne qui doit en disposer, comme il l'entend. Mais c'est vraiment regrettable, monsieur Fabien. La probité morale, c'est vraiment le critère qui m'a beaucoup réjoui, c'est la probité morale. Et que cette probité morale, qui est comme un critérium cette fois-ci, qu'elle soit réellement respectée. Vous avez déjà géré, vous avez géré comment? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a que des présidents des partis politiques qui reviennent? Il était au plan, il est aux mines, il est à l'hydrocarbure, la même personne. Mais où se trouve le Congo aujourd'hui? Où se trouve le Congo aujourd'hui? Les compétents, les experts, mais où se trouve le Congo aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance? Je crois que les facteurs correctifs qu'on doit introduire encore, hormis les 3 critériums, la question du genre et de la jeunesse. Je salue la décision du président de la République. Le plaidoyer de Mme Tshisekedi. Je salue la décision du président de la République qui a demandé au Premier ministre qu'il doit y avoir 30% de femmes au gouvernement. Je rebondis. Et que le ministère de souveraineté, on était déjà au vice-premier ministre, au ministre d'État, et nous ne voulons pas voir dans le gouvernement de Samba Lukombe qu'il n'y ait pas de femmes vice-premier ministre, qu'il n'y ait pas de femmes ministres d'État, et qu'on donne aussi aux femmes le ministère de souveraineté. Voilà. Madame Bombo, Madame Nyakeru fait les plaidoyers pour arriver jusqu'à 30% des femmes au sein du gouvernement. Le président lui-même martèle dessus. Alors, parité ou méritocratie? On va remplir le gouvernement avec 30% des femmes, parce que parité, mais au mépris de la méritocratie. Je vais rapidement revenir sur ce que Mme Odia a dit au départ, sur la facilité dans laquelle nous sommes arrivés. Moi, je veux dire que le parti politique ou les majorités politiques n'est pas un marché d'esclaves. Ce sont des gens libres qui pensent, qui réfléchissent, qui peuvent être aujourd'hui ici et qui comprennent que là où ils étaient, on n'a pas respecté la volonté de leur base, la volonté de la population, et peuvent se dire maintenant je peux changer pour faire mieux pour mon pays. Le vote qui s'est passé au Parlement contre Mabunda, ce n'était pas un vote contre Mabunda, c'était un vote contre un système de prédation qui a rendu les gens, les politiques congolais otages. Et c'est contre ce système-là que même la plupart des députés qui sont de la majorité ont voté contre. Et quand vous parlez peut-être de budget de $30 000 qui demandent, encore faut-il qu'on ait des documents précis là-dessus, mais par rapport à la démarche qui s'est faite,
jusqu'ici de faire tomber le cabinet et d'arriver à un niveau national, ce sont des démarches qui sont complètement constitutionnelles. Il n'y a pas eu aucune facilité. Au contraire, il y a eu beaucoup de courage politique de la part du président d'arriver à ce stade. Et pour revenir au nombre de ministres, moi je crois qu'on ne peut pas comparer, comme Madame Maître l'a dit et comme vous l'avez dit vous-même, par rapport aux autres pays à l'étranger. Pourquoi? Parce que moi je crois que le problème des nombres des ministres sera résolu si nous avons renforcé l'administration congolaise. Parce que moi j'ai étudié dans un pays comme la Belgique, où ils ont fait 365 jours sans gouvernement, mais les pays fonctionnaient comme si on n'avait pas besoin d'eux. Donc, c'était un problème de l'administration. Quand on va renforcer notre administration, on va résoudre les problèmes de pléthore au niveau du gouvernement. Et ça, c'est une chose. Et comment le renforcer? On ne peut pas le renforcer si on multiplie le nombre de ministères, on tue encore l'administration parce qu'on l'affaiblit. Elle n'a pas d'autorité, elle n'a pas d'expertise, elle n'a pas de budget. Parce que, évidemment, un grand gouvernement équivaut à un grand budget de traitement de ses ministres et autres. Donc, et ces budgets-là devaient plutôt servir à renforcer l'administration locale, à renforcer nos ministères. Ils vivent dans des poubelles, ils n'ont pas d'ordinateur. Moi, je suis de la fonction publique aux affaires étrangères. J'étais là, on est des affaires étrangères, nous n'avons même pas d'Internet. On n'a pas de... Vous parlez des affaires étrangères que vous avez laissées il y a des années ou de... J'ai laissé les affaires étrangères il n'y a pas des années, j'ai laissé en 2010 et je suis allée et je suis toujours près des affaires étrangères. Oui. Il n'y a pas de changement. Vous continuez à toucher le salaire aux affaires étrangères? Je ne touche pas le salaire aux affaires étrangères, je ne travaille pas, donc je suis tout à fait correcte. Mais on se rend compte que le même problème continue. Donc c'est un problème de renforcer l'administration que nous avons besoin dès maintenant. Et c'est là que vient l'expertise aussi. Parce que nous avons des pensionnés, nous avons des retraités. Il faut redynamiser, rajeunir l'administration congolaise avec l'expertise. Et eux pourront soutenir nos ministres qui sont des leaders politiques. Vous soutenez donc la thèse, l'idée de Mme Condé qui dit, voilà, on est en politique, la politique a ses réalités. Une cinquantaine, c'est son point de vue personnel, pas du MLP, une cinquantaine de ministères, c'est passable, mais le peuple, comment va-t-il se retrouver lorsque, voilà, les avantages, émoluments et autres, voilà, moi, frais, moi, je suis d'avis que... d'un gouvernement de 50 personnes, comment le peuple va-t-il se retrouver? Je suis vraiment d'avis qu'on puisse revoir leurs émoluments aussi, parce que je ne pense pas que quand on est ministre, on doit autant toucher en termes de salaire, on doit autant toucher en termes de missions à l'étranger, on doit autant rouler carrosse, on doit toujours voyager en business class, même si c'est pour 2 heures de vol. Il y a plein de réformes qu'on peut faire dans ces ministères pour réduire le train de vie des institutions publiques. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a le Parlement, il y a la présidence, il y a toutes ces institutions-là qu'on doit absolument revoir le train de vie des institutions pour que nous puissions récupérer le budget et renforcer par exemple l'entrepreneuriat de jeunes. Je suis contente que parmi les critères, il y a la probité morale parce que nous sommes le cercle de réformateurs intègre du Congo, qui est notre parti CRIC, parce que nous mettons un accent sur la gestion honnête de la chose publique de l'État. Donc, ce sont des critères que nous rencontrons. Mais je vais revenir pour la parité. Oui. Moi, je veux vraiment... Remplir, oui, mettre 30% au gouvernement, moi, je crois au mépris de la méritocratie, tout simplement parce que nous avons un problème. A fait le plaidoyer, la Constitution l'a consacré, le président plaide pour ça. Voilà. Il y a un pays voisin à nous qui sonne très mal aux oreilles de Congolais, dont le mien aussi, ça sonne mal des fois d'en parler, mais il faudrait en parler. Le Rwanda. Le Rwanda a 50% de femmes, 50% des hommes dans le Parlement, 50% des institutions. Ils respectent. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes intelligentes au Congo. Quand on parle compétences des femmes, on a tendance à apprendre moins. Pourquoi? Parce que les femmes congolaises ne sont pas trop en politique. Voilà l'exemple. Madame Haute était en politique, elle a quitté. Donc, elle est intelligente, mais elle est déjà une candidate de moins dans un parti divisé. Jamais divisé, prenez le pouvoir. Mais elle est compétente. Voilà, il y a un problème de femmes engagées en politique. Et les femmes qui sont engagées en politique, la plupart, désolé de vous dire, n'ont pas honoré les femmes. Alors, la parité, oui, mais la méritocratie d'abord. D'accord. On va revenir à vous. Madame Odia, vous allez ramasser, pratiquement je reviens sur le même questionnement. Parité, oui, 30%, il faut qu'elle soit là à 30%. Vice-premier ministre, Mounembo Élysée est au plan, un poste stratégique, voilà, il y en a autant. C'est l'article 14 de la Constitution. Alors, au mépris de la méritocratie, alors finalement là, on va chercher à plaire aux gens
on va mettre l'accent sur les qualités, sur l'excellence. Je suis heureuse de voir que nous soyons tous d'accord sur l'effet de la compétence, sur l'effet de la probité morale. Mais c'est où et quand que l'on constate cette probité morale? C'est ainsi que je dis que le vrai combat, ce sont ceux qui se mènent au sein de formations qui vous envoient quelque part. Vous êtes des mandatés. Lorsque vous provenez d'un parti politique, vous provenez d'un regroupement politique, déjà les personnes avec lesquelles vous avez combattu dans ces ils sont les premiers à aider le peuple à vous surveiller dans vos faits et gestes. Ça veut dire que quand vous n'accomplissez pas correctement votre tâche, ces personnes-là peuvent se réunir au sein de la famille politique, au sein du parti politique, pour dire que voilà certains de nos mandatés qui n'honorent plus notre structure politique. C'est ça la garantie pour le peuple. Et si vous pensez qu'on doit confier une responsabilité du gouvernement à quelqu'un parce qu'il a excellé sur un plateau de télé, parce qu'il a fait un don quelque part, parce qu'il a chanté Fachi Béton quelque part, alors on se trompe. Et on se trompe lourdement. Le peuple a besoin. Il n'y a pas quand même longtemps, vous chantiez Fachi Béton. Mais pas pour autant demander un poste dans un gouvernement pour cette raison. C'est là que je veux que l'on amène le débat. Je n'ai jamais dit que le bureau Mabounda ne devrait pas tomber. Mais ce que je ne dis pas, c'est qu'on ne devrait pas penser qu'on doit récompenser des gens parce qu'ils le disent. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent que nous avons été le premier à poser tel acte, à poser tel autre, et nous devons être récompensés. Si, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas capable de nous récompenser en nous emmenant dans votre gouvernement, alors, pour avoir mené un combat qui vous a emmené à la primature, nous avons besoin de tel avantage. Vous êtes d'accord avec moi, Maître Mimi, que ce n'est pas normal. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas le faire? C'est ça les grandes questions. Et c'est pour cette raison que je dis que l'on devrait partir sur des fondamentaux. Quand on part sur des fondamentaux, on est tous sécurisés. Et le peuple trouve finalement son compte. Les fondamentaux, ce sont ceux-là qui prescrivent la loi. La loi voudrait que la famille politique, la majorité parlementaire se dégage par l'appartenance, par la déclaration d'appartenance des partis ou regroupements politiques à celle-ci. Ça n'a pas été fait? Non seulement que ça n'a pas été fait, non seulement que ça n'a pas été fait, mais aussi il y a l'opposition qui n'existe plus dans ce pays parce qu'on l'a tué. Qui a empêché qu'il y ait l'opposition? On l'a tué. Qui a empêché? La réponse, elle est simple. Vous savez, les consultations ou même les concertations, elles sont organisées par l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition. C'est un mécanisme porté par les textes de la République. Mais lorsqu'on les organise, on ne va pas faire des offres pour permettre à ceux qui sont dans l'opposition de quitter l'opposition. Non, on vient réfléchir sur des questions essentielles. Parce que mais c'est clair, lorsqu'on s'en va aux consultations et que les personnes qui s'étaient déclarées de l'opposition n'y sont plus, vous pensez que c'est normal que nous vivions dans une république où il n'y a pas d'opposition? C'est pas normal, ça devait inquiéter tout le monde. Qui est dans l'opposition? Mais Martin Fayulu est où? Il n'a jamais été dans l'opposition. Vous savez pourquoi? Non, mais posez-moi la question et je vous réponds. Posez-moi la question et je vous réponds. Là, je ne vous pose pas la question, mais j'éclaircis. Pourquoi je l'éclaircis? L'opposition n'est pas par rapport à votre déclaration. Quelqu'un qui n'est pas dans la majorité avec le président, il est de l'autre côté. Il n'y a que deux places. Alors vous n'avez pas lu la loi. Où vous êtes... Non, attendez. Oui, l'opposition politique d'abord est consacrée par la Constitution. C'est reconnu par la Constitution de la République. L'article 8, ça c'est connu. La Constitution reconnaît l'opposition politique. Maintenant, il revient aux individus. Parce que dire que la Constitution organise l'opposition, oui, mais de quelle manière? Madame Odia constate que l'opposition qui devait jouer ce rôle de contrepoids est allée rejoindre l'Union sacrée. Non, pas il y a un vide, c'est maintenant la société civile qui reste faire le monitoring. Il y a des individus qui sont restés dans les FCC qui n'ont pas traversé. Qu'est-ce que vous faites? Non. Est-ce qu'on peut la laisser terminer son idée? Je voudrais qu'après cette émission, que l'on se donne la gymnastique des lire. Et dès qu'on ne lit pas, on se lance dans l'arbitraire. Et quand on est dans l'arbitraire,
c'est une insécurité pour tout le monde, y compris pour le pouvoir. N'en parlons même pas pour le peuple. La loi est claire par rapport au fait qu'il faut faire une déclaration. Même pour appartenir à l'opposition, l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition politique dans notre pays dit qu'on doit faire une appartenance. Et lorsqu'on vit dans une république où les partis n'ont pas fait cette appartenance, il revient au président de la République en tant qu'arbitre, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de jouer son rôle pour organiser et le pouvoir et l'organisation. Si vous ne le savez pas, on vous informe. Il n'est pas au président de la République. Je pose une question. Moi je crois Je pose une question. Le chef de file de l'opposition doit être voté au niveau du Je pose une Parlement. question. Que moi j'ai lu et Madame Odia, nous connaissons Madame bien cette Odia, loi portant vous statut de dites que l'opposition. nous sommes, comprends pas. Moi, je suis perdue nous dans replongeons cette dans une suis perdue. dictature. Je vous ai suivi même la fois passée. Ouais, je suis perdue. Pourquoi vous allez rejoindre la société civile au Non, lieu au lieu de d'aller à l'opposition? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est pas la Pourquoi question d'abord. Vous allez à la société civile au lieu de rejoindre la l'opposition. réponse, elle est claire. Oui. La Constitution de la République organise le pouvoir ou le droit d'association. Et lorsqu'on s'associe, soit on est dans un parti politique, soit on est dans des structures de la société civile. Et en étant dans l'un des camps comme dans l'autre, on peut mener un combat politique. Mais à la différence que dans les partis politiques, c'est pour conquérir le pouvoir. Et dans la société civile, c'est pour appeler les dirigeants aux responsabilités qui sont les leurs. Et quand je mène un combat politique au sein d'une structure de la société civile, c'est tout simplement pour ça. Merci. Pour Non, 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 appeler Mimi les Angèle. gouvernants Non, mais- à leur C'est responsabilité. Mimi Angèle qui a la parole. Mimi Angèle. Ndeko Fabien, Oui. soyons corrects avec nous-mêmes. Hein. Si ma sœur Odia était déçue au parti des Non, il n'y a Didier, pas de déception. Hein. au parti des C'est la Didier déception pour le Chimanga, peuple, pas pour le parti. je crois qu'il a intérêt à rectifier ses tirs. La question de Madame Odia, s'agissant de l'opposition, elle est mieux placée pour diriger l'opposition. Parce qu'elle était dans un parti qui est avec le chef de l'État, de Didier Chimanga. Maintenant qu'il a trouvé que Didier n'est pas avec le peuple et que Faty n'est pas avec le peuple, lui veut être avec le peuple, qu'il aille de l'autre côté de l'opposition au lieu d'aller à la société civile. Parce que la société civile n'est pas là pour conquérir les pouvoirs. Mais ce que j'ai vous dit. voulez conquérir Non. les pouvoirs. Comment? Vous voulez changer quelque chose. Aller dans l'opposition pour amener Didier qui est resté du côté du pouvoir. Alors, tout dépend de d'apporter l'explication que vous les avez ou la changements. connaissance que Mais vous non, avez de la mais- société et civile. On est complètement Et perdu des dans deux. le On ferme la débat. parenthèse, Non, on non, revient non, au non, sujet. moi, je crois On qu'on est ferme, perdu. s'il Non, vous une plaît, petite chose, s'il vous plaît. une petite On ferme chose. la parenthèse, on revient au sujet. Oui, je vais, Les je vais revenir au sujet. Mais monsieur non, Mais oui, Fabien. mais allons dans le sujet parce que je ne vois pas d'intérêt Revenons à au sujet. demander d'aller à Revenons gauche ou à au sujet. droite. Revenons au sujet. Monsieur Fabien, savez-vous que la question de la parité est une obligation constitutionnelle? Justement, mais pas avec... L'article pas pour prendre n'importe qui. non, l'article 14 de la Constitution. Mais quand on prend les hommes, je ne vous entends pas dire on prend n'importe qui. Mais quand les femmes sont en train de réclamer que la République, le gouvernement ou le Premier ministre ou le président de la République puisse respecter l'article 14 de la Constitution, on ne prend pas n'importe qui. Nous ne sommes plus en 1960, monsieur Fabien. Il y a tant de femmes intellectuelles, compétentes qui sont là. Nous avons la base des données, nous avons la banque de données que nous pouvons mettre à la disposition et nous l'avons déjà mis à la disposition Revenons quand même au du gouvernement Premier qui ministre. est au gouvernement Mais lorsque- sortant. Oui, oui. Mounembo est vice-premier ministre. Vous avez madame, la ministre de l'économie, comment il s'appelle encore Bandouboula. Acacia. Oui, Acacia Bandouboula. Vous avez autant de femmes. Aux affaires étrangères, c'est une Marine femme. Toumbanzeza. Oui, alors... C'était 19%. hein. bon, voilà. Donc, 19%. tous les gouvernements, les femmes sont moins de 30%. Tout ce que nous avons vécu au gouvernement, Tundayaka Senda, c'est une femme. Tundayaka Senda, c'est une femme. Mais quand on parle de femmes, tout le monde est sceptique. Non, il ne faut pas prendre n'importe qui. Mais quand on prend les hommes, est-ce qu'on prend n'importe qui? Lorsqu'on a, on a créé 26 provinces, c'était une obligation constitutionnelle, non? Des provinces, Est-ce on l'a que créé. Est-ce dans- qu'on a tenu compte dans la de ce qu'il sélection, fallait tenir compte? Mais je crois dans que une sélection les qui femmes répond- sont compétentes. qui répond à la parité de 30%, du moins 30%, est-ce que on va 30% mettre n'est pas une l'accent, parité. oui, on va mettre l'accent sur la méritocratie, c'est-à-dire sur les critères,
ou sur les propositions des partis politiques? Non, M. Fabien, Oui. les partis ne font que des propositions. C'est normal que les partis fassent des propositions. Samuel Konde peut-il aller au-delà des propositions des partis politiques? Lorsqu'on fait une proposition, on donne par exemple Maître Mimi Angèle Konde. On doit connaître qui est Maître Mimi Angèle Konde. Elle est qui? Elle a quelle formation? Elle a quelle capacité? Elle a quelle compétence? Ce n'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on doit te prendre pour te nommer quelque part. Je ne crois pas qu'on peut se mettre là, un gouvernement, à nommer les gens seulement parce qu'ils passent à la télé. Non, on doit savoir qui es-tu, qu'as-tu fait, que sais-tu faire. C'est à ces questionnements qu'on doit répondre. Voilà. Mais quand il s'agit des hommes, on ne nous parle pas que, non, est-ce que cet homme-là est... Mais quand il s'agit des femmes, est-ce que ces femmes-là sont compétentes? Dernier tour Non, de je crois table. que cette fois-ci ou Stéphanie. jamais, nous voulons voir des femmes au gouvernement. Stéphanie, dernier tour de table. Je crois que Nous allons conclure je crois que maintenant. autant le Premier ministre et le Président, ils savent que ce gouvernement, si ça serait le gouvernement qui va les accompagner aux élections, et la dernière cartouche au front de la guerre, qui doivent bien viser comment est-ce qu'ils vont jouer cette cartouche. Des hommes et des femmes si nouveaux, jamais cette des cartouche hommes et des femmes échoue, nouveaux, ou bien les mêmes figures, Parlement, gouvernement, moi, je crois que entreprise publique. moi, je crois que ce gouvernement peut oser de mettre de nouveau dans la formation. Le Premier ministre peut oser de mettre de nouveau par rapport à l'expertise, par rapport à la compétence. Je crois que le gouvernement peut oser. Et cela donnera même une leçon aux partis politiques mallettes, aux partis politiques monologues qui ramènent que le tête de président et qui n'ont pas des membres suffisamment qualifiés. Je crois que les partis politiques devront maintenant chercher des membres complètement qualifiés. Ceux qui ont mouillé le maillot, ils l'ont mouillé pour le peuple. Ils l'ont mouillé pour le pouvoir. Ils n'ont pas mouillé pour eux-mêmes. C'est ce que moi j'entends comme un homme politique, c'est un homme d'État. Ils sont des hommes d'État. Et s'ils ne sont pas compétents pour un tel poste, qu'ils n'aillent pas. Si vous ne savez pas faire de la chirurgie, vous n'êtes pas médecin, n'allez pas opérer. C'est pareil dans l'État. Si vous n'avez pas d'expérience, laissez à ceux qui en ont de diriger ces pays. Parce que nous n'allons pas continuer à diriger ces pays avec des slogans, avec des promesses, avec des discours. Et le gros du problème aussi à faire, c'est aussi quel sera le choix de ces ministres de leurs propres experts. Et ça, on n'en parle pas. Nous sommes dans notre cercle, le parti CRIC, nous faisons un lobby pour que le directeur de cabinet de chaque ministre soit issu de la fonction publique, expérimenté, qualifié, compétent pour le travail. Au moins, si nous avons des ministres de coalition, au moins nous aurons un directeur de cabinet qui connaît la matière et qui peut rentrer le ministre et que ces ministres ne viennent pas remplir les cabinets politiques avec de l'élo, des gens qui n'ont aucune expérience. Les cabinets politiques sont stratégiques, vous allez prendre... C'est vraiment stratégique. Moi, j'insiste là-dessus. Tous ces gens qui pourrissent l'administration, corruption, détournement, autres, les fétiches, pour les mettre dans les cabinets, des hommes nouveaux qui vont aider Fachi à relever les défis. On ne va pas jeter le bébé et le bain du bébé. Dans l'administration, il y a bien des gens compétents. Moi, je travaille dans l'administration publique. Moi-même, j'étais compétente et je connais des collègues superment compétents au ministère du Commerce extérieur, au ministère de la Force publique, qui connaissent leur matière, qu'on peut le mettre dans le cabinet pour servir la nation et orienter ces ministres nouveaux qui viendront parce qu'ils n'en manqueront pas. Ne soyons pas surpris. Parce que vous parlez des affaires étrangères, combien sont dans l'administration et n'aident pas le pays. Notre diplomatie, voilà, en train de souffrir. On termine avec vous. Et voilà, votre tour maintenant avant de chuter. Merci bien. Je voudrais que l'on revienne sur le fait que la bonne gouvernance, le développement de ce pays ne peut être possible que lorsque le climat politique est favorable à ce développement. À partir du moment où certains acteurs politiques pensent avoir droit à quelque chose et pas l'autre, on peut bien être de bonne volonté. On peut avoir cette volonté politique. Mais celui-là qui croit avoir de choses à réclamer ne vous laissera pas travailler correctement. Il n'y a pas de magie à faire. C'est ça. Ce sont des évidences face auxquelles on ne peut que s'incliner et réfléchir sur suffisamment comment nous en tirer. Mais pour revenir sur la question de la parité, je suis tout à fait d'accord qu'elle doit être effective. Je veux même qu'à la longue, que ce ne soit plus une question des quotas et tout simplement une question de méritocratie. Parce que dans une certaine mesure, cette question de quotas présente aussi une discrimination, même pour d'autres hommes. Vous pouvez compétir, mais à un certain moment, c'est effectivement cet homme qui est là, qui a plus combattu que la femme. On mais annonce en fonction sur la toile, pour de ces terminer, quotas, que
Samalou Kondé, Premier ministre, légalement nommé, aurait des soucis avec le travail qui est fait de manière parallèle par le maître nageur. Est-ce que vous êtes au courant? Ah non, ça je ne suis pas au courant et je ne m'irai vraiment pas me mêler à ce problème. Je voudrais plutôt revenir au fait que la question qui a permis qu'à ce jour, les femmes soient moins représentées au sein des institutions, il n'est pas seulement lié à la discrimination. Il est vrai que nous avons plusieurs années été victimes de cette discrimination. Mais il y a une autre réalité face à laquelle on doit être objectif. C'est que les femmes se sont lancées en politique avec un certain retard. Ça fait que les hommes, ils sont plus nombreux, ils sont plus compétitifs, je peux dire ça, pour ne pas dire que les femmes ne le sont pas, mais c'est face à toutes ces évidences que l'on doit comprendre que le chemin pour la parité, c'est un combat qui mérite encore d'être mené et on doit continuer à les mener. On voudrait que les 30% des femmes soient représentées dans ce gouvernement, mais si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas la fin du monde. Mouillons nos maillots, continuons à prouver que la femme est capable de grandes Madame choses. Odia, Madame Kondé, en l'absence d'une opposition de taille, à part celui qui est à la recherche de la vérité des urnes, bon, Madame Odia a une inquiétude quand même. Qui va faire en sorte que ce gouvernement et ce pouvoir soient placés donc dans l'œil du cyclone pour exiger la redevabilité au profit du peuple? Je crois que... Au-delà des honneurs, des jeeps, des émoluments, et voilà, et ainsi de suite. Oui, avant de répondre à cette question, M. Fabien, permettez-moi de rebondir. Quand Mme Odi a dit que la femme doit être compétitive, mais la femme est déjà compétitive. Je suis d'accord. La femme est déjà compétitive. Elle est compétitive. Voilà pourquoi il veut être en compétition. Lorsque nous allons aux élections, c'est une compétition électorale. Mais quant au gouvernement, c'est un pouvoir discrétionnaire où on n'appelle pas des gens à voter, à élire. Donc la femme est déjà compétitive. La femme ne réclame que l'obligation constitutionnelle. C'est une obligation constitutionnelle au même titre que la gratuité de l'enseignement. Donc sur cette question, il y a beaucoup de femmes, il y a une base de données où les femmes sont là, on n'a qu'à les prendre et les placer et ils vont travailler. Parce qu'elles ont compétitive, elles ont l'expertise. Le président insiste sur les 30% et la première dame, s'il vous plaît. Oui. Mais maintenant que les chefs des partis politiques, autorités morales, vont faire des propositions en termes de ces 30%, alors est-ce que ce sera objectif quand on sait qu'il faut tirer profit pour des sacrifices consentis? Le parti doit se retrouver, l'autorité morale, il faut envoyer quelqu'un dont on est sûr. Est-ce que la probité morale et les compétences... Dans nos partis tels que nous sommes là, il n'y a pas de femmes sûres. Hein? Dans nos partis là, il n'y a pas de femmes sûres. Moi, je pose des questions. Mais non, monsieur Fabien, dans nos partis, il y a des femmes sûres. Franck Diongo peut compter sur Mimi Angèle Kondé. Mais oui, monsieur Fabien. Bravo. Mais oui. Mais quand j'entends ces discours ici, je me demande, mais les femmes sont dans les partis politiques pour faire quoi alors? Pot de fleurs ou leader? Non, nous ne sommes pas là pour des pots de fleurs. Nous sommes là parce que nous avons des compétences, nous avons cru à un combat, nous nous sommes engagés et nous sommes capables de relever les défis. Les femmes congolaises aujourd'hui sont capables de relever les défis du développement qui attend le peuple congolais. Et ils sont capables d'apporter quelque chose dans les gouvernements. Donc c'est un faux débat. Nous ne sommes plus en 1960, on ne parle plus de ces débats. Il y a une base de données. Prenez la roue, mettez-les, ça va marcher. Et quant à la question... dire que nous sommes 60%. 52%. Nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. On ne peut pas c'est les femmes qui sont majoritaires. Sans la moitié de son capital humain. Vous n'avez que le pied droit, vous ne voulez pas mettre le pied gauche. Mais vous allez marcher comment? Voilà pourquoi le pays ne marche pas. Parce qu'on ne tient pas compte de l'autre pied, la pied gauche pour qu'il y ait équilibre. Vous voulez placer un petit mot avant de terminer? Je vais placer un petit mot avant de terminer. En tant que leader politique, pour lancer un message clair. Notre parti, par exemple, a mené une campagne, une caravane de signature des pétitions pour l'entrepreneuriat de jeunes. Oui. À soumettre à ce nouveau gouvernement, parce que nous sommes dit que l'entrepreneuriat va relever l'économie du pays, créer de la richesse et les répartager au niveau juste. Et même les débats politiques, d'avoir des pléthoriques
de gouvernement pétrolier va finir. Pourquoi? C'est question de la pauvreté, de l'économie. Pourquoi on veut être ministre? Parce qu'on voit que le ministre vit mieux. Mais si on renforce l'entrepreneuriat, on trouvera bien de voies et moyens de relever ces pays sans pour autant tout nous abattre en politique. Merci Stéphanie. Vous avez une réaction rapide du médecin Kafunda, il est gynécologue obstétricien, donc vous au Cameroun, mais en séjour à Kinshasa, il dit bonjour le plateau, dites à madame Mbombo que ce vaccin n'étant pas obligatoire, personne ne sera obligé de le prendre pour voyager ou avant de voyager. Donc c'est une réaction, comme il y a beaucoup de réactions sur la toile, on pourra y revenir, peut-être vous les transmettre pour l'instant. Il ne faut pas que ça soit obligatoire, ça serait contre le droit de l'homme. Merci d'avoir répondu à cette invitation, sauf Véronique Tchala, présidente du regroupement AAAC, qui a manqué à ce plateau. Nous allons continuer, le mois de mars continue à vous avoir comme ça sur un plateau. Vous sentez que c'est très animé, les femmes sont compétentes, performantes, expérimentées elles-mêmes, beaucoup de probité morale. Elles sont... Les hommes fidèles, on dit qu'elles sont une infime minorité. Les femmes fidèles sont très nombreuses. Alors, on a foi à l'avenir. Bonsoir et puis à très bientôt. Sur nos antennes, suivez en rediffusion ce magazine samedi à 9h et dimanche à partir de 11h, heure de Kinshasa. Portez-vous très bien.